Le clairon. Alors le 8 et le 9 janvier, l'école de guerre économique a réalisé avec Norstat, l'un des principaux collecteurs de données pour les études de marché en Europe, une étude sur la vision que les Français se font de la formation et donc des fake news. Une étude qui repose sur un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population. Et ça montre bien le nouveau rapport des Français face à l'information. Et ça permet aussi de comprendre peut-être les leviers qui structurent aujourd'hui les prises de parole dans l'espace public. Alors pour analyser cette étude, qui est désormais publiée par l'école de guerre économique, je suis avec Arnaud Morny de Meilleur. Bonjour. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur, praticien et stratégiste en intelligence économique à l'école de guerre économique, directeur adjoint du centre de recherche appliquée, le CR 451, on avait déjà parlé avec Richard Bulot, spécialiste des stratégies cognitives de la guerre économique et de la déstabilisation informationnelle. Alors on est vraiment dans ce sujet-là aujourd'hui, donc c'est particulièrement intéressant de vous entendre. Et alors, merci. Cette étude est vraiment intéressante. Moi, je vais vous laisser peut-être nous donner d'abord les grands chiffres, mais après j'étais particulièrement intéressé par la page sur les sources légitimes et les sources pour faire autorité pour les Français, qui est un peu basculé. Qui n'est plus, l'autorité informationnelle est vraiment fragilisée. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement important à souligner. Mais je vous en prie, si vous voulez bien présenter d'abord les premiers chiffres fondamentaux. Alors, ce que nous voulions tester pour définir en fait les enjeux du sondage, avant de parler directement des chiffres, c'était plusieurs dimensions, c'est-à-dire on voulait tester le rapport des Français à la légitimité d'un message, c'est-à-dire son contenu. La légitimité de l'émetteur, est-ce que la qualité de l'émetteur influence ou pas la perception que les gens ont de ce qui est dit? La crédibilité, c'est-à-dire ce qui est cru. Les dimensions de manipulation, de fake news, mais ça c'est un des éléments qu'on voulait tester, et ce qui permettait de clôturer ou pas un débat, quels étaient les arguments les plus pertinents, et est-ce que à la fin d'un débat les gens étaient convaincus ou pas. Alors pourquoi on a fait ça? C'est la première fois que l'école de guerre économique réalise un sondage. C'est parce qu'on a l'habitude d'analyser des cas donc de confrontation informationnelle. Au départ, la guerre de l'information, on l'a théorisé comme étant un des éléments, un des outils de la guerre économique de manière générale. Mais depuis une vingtaine d'années, on a assisté à une autonomisation du champ. C'est-à-dire que la guerre de l'information, ses méthodes, ses logiques sont utilisées par de plus en plus d'acteurs, y compris sur des sujets non économiques. Et le coût d'entrée dans des stratégies d'usage offensif de l'information a énormément baissé. Et on considère que dans la durée de vie d'une entreprise, la probabilité pour qu'elle soit attaquée par l'information est 100%. Donc ça, c'est une certitude. En fait, donc que ce soit un consommateur, que ce soit un fournisseur, que ce soit un concurrent, qui l'attaque par ce biais-là. Donc ça, on a l'habitude de faire ça. Mais ce qui nous intéressait, c'était de, plus globalement, voir comment les Français, dans le débat public, puisqu'en fait, il y a beaucoup de sujets qui sont traités actuellement autour de la guerre de l'information, de la désinformation. Du reste, on considère que réduire la guerre de l'information à la désinformation, c'est rater 80% du réel, ce qui pose un problème majeur quand on mobilise la totalité des services de l'État ou des ressources publiques sur ce que nous, on considère comme ne relevant que de 20% de la réalité. Puisque nous, on considère que l'essentiel de la guerre de l'information se fait sur des faits vérifiables. C'est-à-dire à quel moment on les met en scène, à qui et comment. Voilà. Donc alors, les chiffres... est-ce que j'ai répondu à votre question sur le contexte? Oui, tout à fait. Donc alors, les éléments de synthèse. Après, on rentrera peut-être dans le détail des différentes questions. Le premier chiffre, c'est 41% des Français estiment que lorsqu'une information circule, eh bien, les versions qui touchent cette information sont de valeur équivalente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, pour 41% des Français, de hiérarchie dans les versions d'une même information. C'est-à-dire qu'on est dans le tout se vaut. 56%, ça c'est tout à fait étonnant, 56% des Français considèrent qu'un débat public alimente davantage la confusion que la compréhension. Donc je répète, c'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait se dire que lorsque des gens débattaient,
eh bien, ça a amélioré la compréhension des problématiques et des solutions sur un sujet. Eh bien, plus de la moitié, 56%, c'est énorme, des Français considèrent que dorénavant, les débats créent de la confusion. Est-ce que vous voulez que j'analyse à chaque fois ou vous voulez que je fasse la liste? En tout cas, déjà, ces deux premiers sont déjà, je pense, importants. Peut-être s'arrêter dessus. Parce que les 41% qui estiment que lorsqu'une information circule, plusieurs versions coexistent sans hiérarchie claire, c'est vraiment un renversement de la hiérarchie traditionnelle de l'information, où on avait des instituts tels que d'abord les communications, j'imagine, officielles, de l'Élysée, du gouvernement, des ministères, et puis ensuite de l'AFP, qui s'imposait comme étant une version d'autorité. Et aujourd'hui, à 40%, ça n'est plus le cas. Alors, 41% considèrent que ça a la même valeur. Oui. Mais pour revenir à votre question plus précisément sur la légitimité de l'émetteur, donc il y a plusieurs sources de légitimité, institutionnelle, pratique, reconnue par les pairs, etc. Il y en a 33%, un tiers, qui considèrent qu'il n'existe plus de source légitime de l'information. Donc un tiers des Français considèrent que ce soit l'État, que ce soit monsieur ou madame X ou Y qui disent quelque chose, ça a la même valeur. Oui, et ça, pareil, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes? Parce qu'on a envie de le déplorer. Quand on vous entend, on se dit c'est dramatique dans le sens où on n'est plus capable de se dire ce que dit telle institution reconnue, méritante, n'est pas reconnue, devrait être beaucoup plus pertinent et mieux compris, mieux entendu, que ce que dit, pardon, mais je vais le dire vulgairement, la dame du coin ou le bistrot du coin. Mais pourquoi on en est arrivé là, en fait? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que un certain nombre d'acteurs institutionnels ont beaucoup joué de leur légitimité institutionnelle pour tenir des propos peu crédibles, ou pour se contredire le temps venant sans reconnaître qu'ils se sont contredits. Du reste, un autre élément sur qu'est-ce qui fait la confiance dans un message, les Français considèrent que ce qui constitue la confiance, ou un des éléments de confiance, c'est la capacité à être transparent et à reconnaître ses erreurs. Oui. Quand vous avez le même acteur qui vous dit blanc, noir, bleu et vert à quelques jours d'intervalle, sans jamais reconnaître qu'il a changé d'avis, eh bien, il participe à la délégitimation de son institution et pas simplement de sa propre parole. Le débat sur les scientifiques est très illustratif de cela. On a pu voir que beaucoup d'acteurs avaient joué de l'effet de halo ou de l'effet blouse blanche. L'effet de halo, c'est croire que quelqu'un compétent sur un sujet est compétent sur d'autres sujets. On a vu des spécialistes, des appareils génitaux qui se piquaient de points de vue sur la santé publique et qui disaient des choses qui n'étaient pas forcément tout à fait structurées. Notamment un urologue en particulier sur les plateaux télé qui parlait de gestion d'épidémie. Et donc, en fait, un des enseignements de ce sondage, c'est que les Français, globalement, ne se font plus avoir. C'est-à-dire qu'ils sont très lucides ou de plus en plus lucides sur les discours performatifs. Vous savez, la pensée magique, il n'y a plus de réel, il n'y a que du discours. Donc les gens s'en sont rendus compte et donc ne croient plus l'institution en tant qu'institution, d'une manière générale. Oui, donc d'un côté, c'est dramatique de ne plus pouvoir faire confiance à l'institution. Mais d'un autre, ça peut, comme vous l'avez dit, être la preuve d'une forme de lucidité de la population face à une institution qui ne remplit plus ses obligations et ses promesses. Ou du moins qui, dans son discours, pense que son seul état institutionnel suffit à ce qu'elle soit crue. Il n'y a plus que 18% des Français qui croient les institutions parce que ce sont des institutions. Oui, c'est ça. Et ça, est-ce que vous avez les chiffres, je ne sais pas moi, 10 ans plus tôt pour faire cette... Parce que, en tout cas, c'est clair que c'est un bouleversement. C'est un bouleversement, mais on le ressent d'un point de vue non statistique. C'est-à-dire que dans la société française contemporaine, toutes les figures d'autorité sont contestées parce que figures d'autorité. Et donc, la délégitimation du discours institutionnel participe de cette remise en cause de l'autorité.
Oui. Et alors, côté fake news, est-ce que le fait de ne plus prendre pour argent comptant, on va dire, les déclarations officielles des institutions, veut dire que les personnes se font forcément berner de l'autre côté par des fake news ou est-ce que, à votre avis, il y a quand même une capacité d'analyse de ce côté-là aussi? Non. Par exemple, alors, les Français font la différence entre l'efficacité des plateformes et la crédibilité des messages. C'est-à-dire que on a à peu près 49% des Français, donc presque un Français sur deux, qui considèrent que les réseaux sociaux influencent nos opinions sans que nous en ayons conscience. Donc, ils considèrent qu'ils ont une influence, qu'ils ne connaissent pas les mécanismes, mais en même temps, ils considèrent que ça promeut tout ce qui est et relève de l'affect, c'est-à-dire la colère, l'énervement, la sidération, et non pas ce qui est fiable. Donc on a une situation où on a une population consommatrice de réseaux sociaux, mais qui est sceptique, qui est au moins critique sur les leviers de la mise en avant. En revanche, 48% des Français sondés considèrent que la vie assimile influence et visibilité. C'est-à-dire qu'ils considèrent que parce que vous êtes visible sur les plateaux, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, vous avez en soi une influence. Mais ils ne disent pas forcément que c'est une influence sur eux, puisqu'ils sont critiques. Oui, c'est très intéressant. Et pourtant, là, vous avez... Parce qu'on a l'impression, sur le panel que vous avez, l'impression qu'on a donc une population très avertie par rapport à tout ça, qui est au courant des leviers de fonctionnement des plateformes, des réseaux sociaux, qui est au courant des éventuels mensonges, je vais dire, ou méthodes d'illusionnistes de certaines institutions publiques. Je dirais pas ça. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont conscients que les réseaux sociaux, en fait, ne promeuvent pas ce qui est fiable. En revanche, d'une manière générale, il n'y a que 13% des Français qui considèrent qu'il existe des architectures informationnelles pour les influencer. Ah oui. Donc, c'est-à-dire qu'on est à 87% qui considèrent... Alors, attendez, c'est quoi ce gap ? Les premiers, enfin, une majorité sont conscients que les réseaux sociaux promeuvent des informations qui ne sont pas forcément fiables. Oui. Ça, ils sont conscients, ok. Voilà. Mais il n'y en a que 13% qui considèrent, d'une manière générale, que l'information peut être construite et architecturée pour les manipuler. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas conscience que, hormis ce qu'on peut dire sur les fake news, ils n'ont pas conscience que, par exemple, qu'une information vraie rendue publique la veille d'un conseil d'administration d'une grande entreprise, c'est quelque chose qui a été volontairement organisé. Le fait qu'il y ait des manifestations dans des pays en voie de développement et que tous les slogans sont les mêmes, qu'il y ait des affiches qui sont toutes les mêmes, qui ont été éditées avec les mêmes couleurs, etc. Oui. Il y a des codes couleurs. Voilà. Eh bien, il n'y en a que 13% qui se disent peut-être que c'est volontaire et que ça a été orchestré. D'accord. Mais on est quand même sur le chemin de cette prise de conscience, finalement, quand on voit... Pour l'instant, sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, pas pour le reste. D'accord. Votre bilan, finalement, vous, à partir de cette analyse, sur les Français, quel est-il sur l'information, finalement, et comment appréhender l'information aujourd'hui ? Alors, premièrement, on assiste à un désancrage de la légitimité. C'est ce qu'on évoquait au tout début. Le seul moyen, le moyen tel qu'il ressort du sondage, c'est de compenser la perte de légitimité par des procédures de crédibilité. C'est-à-dire davantage de transparence, assumer les erreurs. En fait, les Français ont tendance à ne pas sanctionner ceux qui changent d'avis, puisqu'il n'y a que 14% qui considèrent que la cohérence dans le temps est un élément essentiel de la crédibilité. Donc, vous pouvez changer d'avis à partir du moment où vous l'expliquez. Oui. Et à ce moment-là, ça augmente votre crédibilité. Qu'on est dans l'existence d'un marché attentionnel, en fait, puisque l'influence et l'attention sont assimilées par les acteurs, et que, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est important, seuls 17% des Français considèrent que les faits attestés permettent de clôturer un débat.
Alors ça ne veut pas dire que les Français ne croient plus dans les faits, mais ils considèrent que juste dire, voilà, j'ai la preuve matérielle, j'ai autant de témoignages, etc., ça ne permet pas de clôturer le débat. Donc, ils reconnaissent l'importance des faits, mais ça ne suffit pas pour gagner la main lors d'un échange. Oui. Et donc, c'est pour ça que je parlais des procédures de crédibilisation, c'est-à-dire qu'un élément ne suffit pas, il faut créer une chaîne d'éléments cumulatifs pour être plus crédible et plus cru. Alors, dernière question, face à tout cela, et face au changement de regard de la population devant ce monde de l'information, et cette guerre de l'information, il faut le reconnaître, comment voyez-vous les mesures d'Emmanuel Macron qui se succèdent maintenant les unes après les autres contre les fake news, les états généraux de l'information, les lumières à l'ère du numérique, la commission Bronner, le service Viginum pour protéger contre les ingérences étrangères, la loi Avia contre les contenus haineux qui finalement est un peu détournée, on l'a vu. Enfin, comment, et puis la dernière, pour limiter les réseaux sociaux des plus jeunes qui peut potentiellement être utilisés par d'autres biais, comment vous voyez toutes ces mesures ? Alors, votre sac est grand. Hein. Donc... Oui. Oui, mais enfin, vous voyez, c'est de la même continuation. Alors, la guerre de l'information existe. Il faut être attentif et s'en prémunir. Il faut être aussi attentif qu'elle ne devienne pas un argument pour réduire l'espace démocratique. Ça, c'est fondamental. Le second point, le fait que des services administratifs aient été créés tels Viginum pour caractériser en fait les processus inauthentiques, c'est-à-dire amplification, vecteur faux, fermatrol, etc., et discours mensongers, c'est un progrès. Simplement, et ce n'est pas de la faute de Viginum, c'est la fiche de mission, la lettre de mission qui leur a été donnée, c'est que c'est une vigie qui voit, qui déclare et qui caractérise. Encore faudrait-il qu'il y ait des actions. Donc ce n'est pas de leur faute, mais en 2022, ils identifient une opération de manipulation sur l'électorat français dans le cadre de l'élection présidentielle. Ils en informent le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'en a rien fait. En tant qu'électeur, je n'ai pas été mis au courant qu'on essayait de me manipuler dans mon vote. Manipulation par qui ? Par les Russes. Maintenant, vous vous rappelez l'opération Doppelganger, c'est-à-dire 320 sites qui ont été doublés en typo-squatting. Le seul site qui a été fermé, c'était le faux site du Monde. Pourquoi ? Parce que le serveur était aux États-Unis et que dans le cadre d'une procédure judiciaire américaine, les Américains l'ont fermé. Les autres sites, jusqu'aux dernières nouvelles, sont toujours en activité. Donc ça, c'est les deux premiers points. Maintenant, il y a une régression conceptuelle sur la confusion entre légitimité et crédibilité, fiabilité et crédibilité. En 1942, les services de renseignement anglais créent ce qu'on appelle le Code de l'amirauté, qui a pour objet de qualifier avec une lettre et des chiffres, d'un côté, la fiabilité d'une source, d'autre part, la crédibilité du message. Donc de A à F, A très fiable, F non évalué, et de 1 à 6, 1 très crédible, 6 non évalué. Et donc, on a des sources A1, donc ça veut dire très fiable, très crédible, jusqu'à... Voilà, vous comprenez bien la logique. Donc déjà, ce code de l'amirauté est une méthode qui est utilisée actuellement encore par tous les OSINTers, par les gens un peu sérieux qui analysent les éléments. Donc déjà, dès le départ, dès 1942, on fait la différence entre la fiable source et crédible, et son message. À partir du moment où on veut résumer en une seule évaluation les deux, c'est une régression conceptuelle. Le deuxième élément, c'est qu'on peut très bien avoir une source fiable et crédible à un moment donné, et qui ne l'est plus après. Donc à partir du moment où vous avez un label permanent, en fait, vous créez un écosystème où il est beaucoup plus facile de manipuler. Puisque vous avez le pins... fiable et crédible. Voilà, fiable et crédible. Et donc, à partir du moment où vous êtes fiable et crédible, même si vous racontez n'importe quoi, vous bénéficiez toujours de ce label. On a déjà quand même vu par le passé des reportages, je vais donner des exemples anciens.
Une fausse interview de Fidel Castro où Castro disait vraiment ce qu'il a dit, mais il y avait eu un montage où c'était un journaliste français qui ne l'avait pas interviewé qui apparaissait. Ah oui. Donc le message était vrai, mais la source n'était pas fiable puisque c'était bidonné. Donc vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui n'est pas fiable, qui dit quelque chose de vrai, quelqu'un de très faible qui ment. Donc, c'est une régression forte de considérer que les deux sont liés. Les deux sont directement liés. Merci beaucoup pour ce bilan très intéressant sur l'information, les fake news et la désinformation. C'est donc ce bilan, cette étude qui a été publiée par l'École de guerre économique le 20 janvier 2026 et que vous pouvez retrouver, j'imagine, sur le site du Centre de recherche appliquée, notamment CR451. Merci encore Arnaud Morny de Meyer. Je rappelle que vous êtes, directeur adjoint de ce Centre de recherche appliquée, le CR451. Merci beaucoup. N'oubliez pas qu'on a une chaîne avec une émission tous les jours à 18h. C'est Toxin Plus PLUS. Alors le lundi, vous retrouvez les sketchs de Laurent Firode. Bonjour, je suis Laurent Firode. Le mardi, vous retrouvez l'émission historique d'Éric Branca avec ce qu'il appelle les parts sombres de l'histoire. On apprend des choses vraiment passionnantes. L'Europe unie n'est dans l'esprit de Monnet qu'une étape vers ce fameux gouvernement mondial. Le mercredi, vous avez le RIC. Allez voir les débats animés par Fabrice Grimal. Il y a eu le service militaire, il y a eu les régions, l'audiovisuel public. C'est du débat et on vote sur Toxin. Là, au moins, on a le droit de voter. Je vous rappelle qu'avec le RIC Toxin, la France a rétabli la peine de mort, privatisé l'audiovisuel public et rétabli le service militaire. Et puis le jeudi, vous avez l'émission scientifique tenue par Alexandre Cugnache. Et le vendredi, Renaud Bochard, tout le monde sait. Alors Renaud Bochard, c'est notre chroniqueur pour les États-Unis. Et là, il organise des interviews qu'on prend le temps en plus de traduire. Allez voir aussi ces émissions qui vous permettront vraiment d'avoir un coup d'avance sur ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux autres médias. Et enfin, la grande nouveauté, dimanche, vous retrouvez l'émission humoristique Le jour de Gouaille est arrivé. Parce que là, c'est nos limites dans l'humour. Vous allez voir, c'est du très très lourd.